Alors, nous abordons la deuxième partie de ce cours relatif au marketing RH et à la marque employeur. Pardonnez-moi d'avance les répétitions qui vont suivre, mais ça fait aussi partie de la pédagogie. Alors, quels sont les buts généraux du marketing RH et de la marque employeur? Je rappelle qu'ils sont au nombre de 3. Le premier but, un peu comme en matière de produits, il s'agit pour la firme d'accroître la demande, mais cette fois, il ne s'agit plus de demande de produits ou de services, mais de demande d'emploi dirigée vers la firme. L'idée de base est que la firme doit accroître ses possibilités de choix en matière de ressources humaines pour pouvoir sélectionner les meilleurs candidats. Alors, partant de ce premier point, le deuxième but général du marketing RH et de la marque employeur est donc de rendre la firme attractive. Alors, attractive d'une part aux ressources humaines situées à l'extérieur de la firme, donc les futurs collaborateurs qu'il faut attirer et recruter, et d'autre part être attractif aux ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise. Alors c'est un tout petit peu paradoxal, mais ça veut dire simplement que les collaborateurs actuels, qu'ils soient les nouveaux collaborateurs intégrés depuis peu ou les collaborateurs beaucoup plus anciens, doivent être fidélisés. Alors le marketing RH et la marque employeur ont un troisième but. Ce troisième but, c'est de permettre à la firme de gagner en qualité, en souplesse de fonctionnement. Qualité des collaborateurs, réactivité, on dirait maintenant agilité. La firme doit être agile et ses collaborateurs aussi. Et le tout sans ignorer totalement la contrainte budgétaire, même si la gestion par les coûts fait plutôt partie de la GRH traditionnelle, hein, comme on l'a rappelé en introduction. À partir de là, et pour comprendre le marketing RH et la marque employeur, il faut essayer de comprendre d'une part l'offre d'emploi émanant de la firme, on pourrait dire l'offre employeur, et d'autre part la demande d'emploi émanant des collaborateurs et des futurs collaborateurs de la firme. Pour présenter l'essentiel du marketing RH et de la marque employeur, j'ai donc divisé le cours en deux grandes parties que vous voyez sur la diapositive. La première partie qu'on a vue était consacrée à la compréhension de l'offre d'emploi émanant de la firme, l'offre employeur si vous voulez. Et pour cela, j'ai présenté les objectifs que pouvait avoir la firme en matière de marketing RH. Je rappelle qu'on a vu ensemble 3 grands points, toujours dans la première partie. Premier point, la firme et la théorie classique de l'emploi. Autrement dit, pourquoi et comment la firme recrute, du moins les grands principes économiques. En effet, il s'agit de recruter les bonnes personnes et de les recruter d'une part avec des rémunérations compatibles avec les capacités budgétaires de l'entreprise, parce que la masse salariale reste malgré tout un coût, hein, même si le marketing RH n'est pas de la GRH traditionnelle, qui est plutôt marquée, comme on l'a vu, par une approche légale et budgétaire. Mais la question des coûts compte quand même. Et de les recruter aussi avec la perspective de les garder. Donc on reverra souvent, on a déjà vu ça, l'idée un peu de limiter le turnover. Le turnover, c'est plutôt un indice que quelque chose ne va pas. Donc c'est le thermomètre, si vous voulez, que quelque chose ne va pas dans l'entreprise. On ne sait pas forcément quoi, mais l'idée c'est qu'en limitant la température sur ce thermomètre, donc le turnover, eh ben on aura limité un certain nombre de problèmes. D'où l'intérêt avec ces aspects-là, recruter les bonnes personnes et les recruter dans de bonnes conditions. Donc d'où l'intérêt du marketing RH et de la marque employeur pour élargir la base de recrutement et ainsi élargir le choix de l'entreprise. Deuxième point de la première partie du cours, le capital humain et les objectifs de la firme. Alors je ne reviens pas trop longuement dessus. On a vu que malgré ses défauts, l'analyse en termes de capital humain cherche à mettre à parité le capital technique et financier d'une part et les ressources humaines d'autre part. Et cette analyse aide aussi un peu à sortir de la vision habituelle. Alors cette vision habituelle, vous la connaissez, on en a parlé. C'est que pour la plupart des firmes, les ressources humaines sont d'abord un coût avant d'être un avantage. Alors l'important serait plutôt pour les firmes le capital technique,
qui permet par parenthèse d'économiser entre guillemets du capital humain, c'est-à-dire des travailleurs. Et pour acquérir ce capital technique, il faut du capital financier, d'où aussi le développement incroyable de l'économie financière, comme on dit, au détriment de l'économie réelle, et aussi, et dans une certaine mesure, au détriment de l'emploi. Troisième point que vous voyez sur la diapositive, la culture d'entreprise. Alors c'est un volet important qui nous permet de faire le lien avec la marque employeur. Voilà, ça c'était notre première partie du cours. On va aborder maintenant véritablement la deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie qu'on va voir maintenant, on a essayé de comprendre la demande d'emploi. C'est-à-dire en fait d'identifier le comportement des cibles entre guillemets du marketing RH. Au fond, c'est toujours le même objet. Le marketing RH et la marque employeur tournent autour de la manière d'attirer, de recruter, d'intégrer, de fidéliser, etc. les collaborateurs. Mais cet objet est approché de deux points de vue différents. Dans la première partie, on a examiné le point de vue de la firme et on va voir maintenant le point de vue des cibles, à savoir les collaborateurs et les futurs collaborateurs. L'idée centrale est que pour mieux recruter, il faut, ou il vaut mieux, que les firmes adaptent leur action en matière de marketing RH au grand type de cible qu'elle veut recruter. Dans ce cadre-là, il y a trois aspects qui doivent être envisagés, que vous voyez sur la diapositive. Premier aspect, de qui parle-t-on? À savoir définir les cibles du marketing RH. Dans cette définition générale des cibles du marketing RH, il y a d'autres points importants qui sont liés à l'identification justement de ces cibles. Il y a la notion de marché du travail, ou plutôt de marché du travail au pluriel, qu'on a déjà un tout petit peu évoqué. Il y a aussi l'approche de l'offre et de la demande ressources humaines en fonction des métiers. Tous les métiers ne se ressemblent pas, notamment en termes de maturité. Il y a des métiers jeunes et des métiers plus anciens, par exemple. Et leur différence est importante pour notre sujet, à savoir le comportement des cibles et aussi celui des firmes. Et il y a une approche complémentaire en fonction non plus des métiers, mais de l'activité humaine. On se contentera simplement de survoler cette approche qui va nous permettre d'indiquer rapidement la position en RH des notions d'aptitude, de qualification, de compétences et de talent. Comme vous le voyez sur la diapositive, on consacrera une section particulière à la notion de talent. Alors justement, le deuxième aspect de cette deuxième partie du cours concernera le cas particulier des talents. Pour deux raisons essentiellement. Première raison, parce que les talents sont une des cibles importantes de la firme dans le cadre du marketing RH. Les talents sont très caractéristiques d'ailleurs des marchés du travail un peu inhabituels dans lesquels les offres d'emploi excèdent les demandes d'emploi, contrairement à la situation générale qu'on connaît en matière de marché du travail en général, où c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en général il y a beaucoup moins d'offres d'emploi que de demandes d'emploi. Il y a une deuxième raison de l'intérêt qu'on peut porter aux talents, c'est que l'étude de ce point permet d'identifier quelques éléments aidant à comprendre à la fois la demande ressources humaines et la stratégie de la firme orientée vers cette demande. Enfin, comme vous le voyez sur la diapositive, il y a un troisième aspect dans cette deuxième partie consacrée au comportement des cibles du marketing RH. Après avoir identifié les cibles et dit quelques mots sur le cas particulier des talents, on va s'interroger sur la demande RH émanant de ces cibles. Et en particulier, on va chercher à savoir quels sont les besoins des collaborateurs, quels sont les systèmes de valeurs qui peuvent déterminer ces besoins, ou au moins les influencer, et enfin comment des communautés d'intérêt peuvent jouer un rôle dans cette demande RH émanant des cibles et dirigée vers les firmes. Donc on aborde maintenant le marketing RH et la marque employeur du point de vue des collaborateurs et des futurs collaborateurs. On a trois aspects à examiner en commençant par la question de qui parle-t-on quand on parle des cibles.
Comme je l'ai indiqué plusieurs fois, le marketing RH et la marque employeur tournent autour de la notion de cible. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres termes plus heureux, hein. C'est un terme qui est souvent employé, par exemple, en marketing produit pour désigner le client, ou bien en marketing politique, hein, pour désigner les lecteurs. Ici, en marketing ressources humaines, c'est pour désigner le collaborateur ou le futur collaborateur qu'il faut attirer, recruter, intégrer et fidéliser. De plus, les termes cible, collaborateur, futur collaborateur permettent un peu, je dois l'avouer, de s'affranchir des considérations trop juridiques ou statutaires. Les termes salarié, futur salarié m'ont paru un peu trop restrictifs face à l'évolution des modes de collaboration dans le monde du travail. Enfin, il faut avouer que les sciences de gestion emploient souvent des termes et des analogies à caractère militaire ou guerrier, alors pourquoi pas le mot cible. On va voir deux aspects. En premier lieu, les présupposés, ou si vous voulez, les hypothèses sur lesquelles on se fonde pour examiner cette question des cibles. Et en second lieu, on verra les quelques angles qu'on peut déterminer pour savoir de qui on parle, et donc pour déterminer, si vous voulez, les grands types de cibles. On fonctionne ici avec essentiellement 4 présupposés ou hypothèses de travail. Premièrement, on fait l'hypothèse que les cibles sont plutôt rares. En 2 mots, si les cibles étaient très nombreuses, la firme n'aurait pas le même type d'effort à faire pour les attirer, les recruter, les fidéliser, les intégrer, les fidéliser, etc. Et donc, on ne ferait pas de marketing RH. Purement et simplement, s'il y avait beaucoup de candidats pour très très peu d'offres, il y aurait naturellement des problèmes de sélection et de capacité des services ressources humaines à bien traiter les demandes, mais ça ne relèverait pas, proprement parlé, ou peu du marketing RH, sauf marginalement, parce que la firme n'aurait pas bien défini sa cible ou ses cibles, et aurait suscité trop de demandes d'emploi. C'est envisageable. Alors, les problèmes de sélection seraient donc plutôt des problèmes d'organisation interne de la firme, mais pas spécifiquement des problèmes de marketing RH. Si on développe du marketing produit ou marketing ressources humaines, c'est que justement, on n'a pas suffisamment de clients solvables, hein, pour ce qui concerne marketing produit, et mutatis mutandis, pour le marketing RH, parce qu'on n'a pas suffisamment de demandes d'emploi correspondant aux postes et aux emplois qu'on veut pourvoir, que la firme veut pourvoir. Alors il faut conserver à l'esprit cette analogie, hein, entre le marketing en général, marketing produit notamment, et le marketing ressources humaines. Alors par parenthèse, hein, dans la comparaison que j'ai faite à l'instant, vous remarquerez que la firme veut augmenter le nombre de clients ou le nombre de demandeurs d'emploi, ou le nombre de demandeurs d'emploi dirigés vers elle, pas le nombre de demandeurs d'emploi en général. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel client ou de n'importe quel demandeur d'emploi. Il s'agit de clients solvables, hein, s'il s'agit de marketing produit, et il s'agit de bons collaborateurs. C'est-à-dire que les clients solvables sont déjà à peu près informés de la qualité et du prix du bien ou du service qu'ils veulent acquérir, même s'ils n'en savent pas tout, hein, comme on a pu le voir en évoquant la marque employeur. Mais disons qu'on sait à peu près ce qu'on veut en termes de produits ou de services qu'on veut acquérir. Et bien, de même, on peut penser que les futurs collaborateurs ont une idée du type d'emploi, hein, donc de la qualification, de l'expérience requise et de la fourchette des rémunérations proposées. Alors, toujours par parenthèse, hein, on n'imagine pas, hein, naturellement, qu'une firme qui mettrait sur le marché un produit ou un service le fasse sans communiquer au minimum, hein, sur les caractéristiques et le prix, hein, de ce produit ou de ce service. Ben, de la même manière, on n'imagine pas non plus qu'une firme offrant des emplois le ferait sans communiquer sur les éléments essentiels du contrat de travail, le type d'emploi, la qualification, l'expérience requise, la localisation de l'emploi, la rémunération. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on retrouve ici les éléments, hein, des micro-marchés du travail, ou certains éléments des micro-marchés du travail, à savoir le type de métier, le niveau en qualification,
en expérience, en niveau hiérarchique ou en rémunération, et la localisation ou le bassin d'emploi. Alors dans les deux cas, qu'on parle de clients marketing produit ou qu'on parle de collaborateurs marketing RH, l'entreprise, la firme, pourrait être débordée, entre guillemets, de demandes inappropriées et elle ne pourrait pas traiter correctement ou se créerait une image négative auprès de sa clientèle ou des futurs collaborateurs, autrement dit des cibles, si elle ne pratiquait pas un minimum de marketing. Soit marketing produit, en identifiant les clients qui peuvent être intéressés par les produits ou les services, soit marketing RH, en agissant de même, en changeant les choses qui doivent l'être, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est la première hypothèse, premier présupposé parmi ceux qu'on évoque dans cette diapositive. Et il y a une deuxième hypothèse qui est liée à la première, c'est qu'on va considérer que les cibles ont une grande valeur pour la firme. Alors soit elles sont intrinsèquement rares, ce serait une sorte de rareté absolue, soit elles ne sont pas vraiment rares, mais leur valeur est importante. Je m'explique. Imaginons que vous ayez, en tant que dirigeant de la firme ou des RH, à procéder à un recrutement d'un cadre supérieur qui serait payé à un salaire assez élevé, environ plus de 100 000 euros, 150 000 euros. Prenons par exemple un multiple, 144 000 euros, donc 12 000 euros par mois, par exemple. Comme on le voit dans un des articles de presse en support de ce cours, il y a une vigilance particulière à bien recruter un cadre supérieur, parce que si on se trompe, la firme va avoir quelques soucis. Il va falloir donc licencier éventuellement le cadre ou la personne qui a été mal recrutée et qui ne fait pas l'affaire, pour parler simple. Or, un licenciement ou une rupture conventionnelle du contrat de travail sont souvent des opérations coûteuses, coûteuses en argent, coûteuses en désorganisation temporaire du service concerné ou de la fonction, coûteuses également en bad buzz, comme on dit, en problème de notoriété relayés sur les réseaux sociaux, etc. Donc il va falloir ensuite de nouveau recruter quelqu'un si le recrutement n'a pas fait l'affaire, ce qui va être une démarche également coûteuse en temps et en argent à ce niveau de la hiérarchie ou des rémunérations. Donc si on revient à la rareté, vous comprenez que les deux types de rareté, je dirais la rareté absolue que j'évoquais plus haut, à savoir la personne intrinsèquement rare, ou la rareté relative, sont liées. On peut avoir des cibles rares. Ces cibles auront donc en elles-mêmes de la valeur aux yeux de la firme parce que la firme recherche un profil précis qui est difficile à trouver. Disons la rareté absolue. Je dirais à ce moment-là que, pour faire simple, que de telles cibles sont chères parce qu'elles ont de la valeur. Ou alors, il peut y avoir des cibles qui ont quand même une grande valeur, même sans être rares. Elles auront de la valeur aux yeux de la firme parce qu'elles sont chères. Donc, vous voyez qu'elles seront chères, si vous voulez, parce que les employeurs précédents, le marché du travail propre au cadre de haut niveau, les conventions collectives éventuellement, disent à la firme, à travers le salaire notamment, que la cible a de la valeur. De sorte que le salaire va être le reflet de la valeur du collaborateur et va permettre à la firme d'économiser, entre guillemets, les coûts d'information sur le collaborateur ou le futur collaborateur. Ça signifie tout simplement que la firme va faire confiance au salaire du marché pour s'économiser, si on veut, la recherche d'informations supplémentaires ou très, très approfondies sur le futur collaborateur. Examen très serré des diplômes, des programmes de cours éventuellement, examen du curriculum vitae,
examen de l'expérience du futur collaborateur, des certificats de travail des entreprises précédentes, contact éventuellement avec les entreprises précédentes pour en savoir plus, éventuellement examen des conventions collectives si besoin, etc. Donc, ce travail, si vous voulez, de recherche d'informations prend du temps et peut être relativement coûteux à un certain niveau. Et donc, le salaire va permettre de remplacer tout ça. Alors, ça paraît un tout petit peu tiré par les cheveux. Je prends un exemple. Imaginez que vous ayez beaucoup d'argent et que vous souhaitiez je ne sais pas, louer un appartement en plein New York, ou en plein Londres, en plein Paris, sans bien connaître toujours les quartiers, ni les loyers pratiqués dans ces quartiers de centre de ville, de ces grandes métropoles. Imaginez toujours qu'une agence vous propose un appartement à un loyer très très élevé. Comme vous n'y connaissez rien ou pas grand-chose, mais que l'argent n'est pas un problème, vous allez peut-être faire tout simplement confiance au prix, en vous disant que si on demande un tel loyer, et puis vous renseignez, vous apercevez qu'effectivement des appartements donnant sur Central Park sont aux Champs-Élysées ou dans le 8e arrondissement ou à Mayfair, à Londres, enfin que sais-je, vous allez vous apercevoir qu'effectivement les loyers pratiqués, ce qu'on vous demande, c'est très très élevé, mais c'est dans les prix. Alors dit autrement, vous allez vous dire qu'au fond, le loyer qu'on vous demande doit signifier que l'appartement que vous souhaitez louer vaut le coup, à la valeur pour laquelle on vous demande ce prix. Alors dit autrement, ça veut dire que le prix va remplacer la valeur. Tout simplement parce qu'il sera le reflet d'expériences faites par d'autres personnes. Oui, ce quartier est super. Oui, le marché montre que les gens payent ce prix-là pour ce type d'appartement, etc. Et donc, si on transpose à notre cadre supérieur, la firme va peut-être également se dire que si les précédents employeurs ou tout simplement le marché du travail ont accepté de tels salaires pour cette personne, c'est que la personne vaut sans doute son salaire. Ça peut être lié à la rareté proprement dite, mais pas nécessairement. Ça peut être tout simplement lié à un concentré d'informations que la firme ne peut pas étudier dans le détail, ou n'a pas, tout simplement. Les expériences des autres employeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment de cette personne-là, les diplômes et les qualifications obtenues, qu'est-ce que ça vaut, et d'autres qualités que j'appellerais invisibles. Invisibles pour le recruteur, pour la firme qui veut recruter, à savoir l'esprit d'initiative. Est-ce que la personne a vraiment l'esprit d'initiative, le bon relationnel, l'autorité, la connaissance des produits, des marchés ou des marchés, etc. Un carnet d'adresses. Tout ça, ça rentre aussi et ça n'est pas forcément évaluable dans le cadre d'un entretien d'embauche, même approfondi, ou même peut-être dans le cadre du travail d'un chasseur de tête, comme on dit. Donc le prix du marché va représenter simplement la valeur. On va se fier au prix, on va plus se fier à la valeur, si vous voulez. Et ces informations que la firme ne peut pas toujours étudier ou connaître dans le détail vont être résumées, si vous voulez, dans le salaire ou dans la rémunération. Alors ça me paraît très très important. Troisième hypothèse ou présupposé sur lequel se fonde la notion de cible, la firme doit porter une grande attention à sa démarche de marketing à plusieurs stades. Au stade de l'attraction, principalement destiné aux futurs collaborateurs ou aux collaborateurs potentiels de la firme, donc avant que la personne entre dans la firme. Le stade de l'intégration aussi, qui concerne le collaborateur qui a franchi, si vous voulez, la porte d'entrée de la firme et qui fait désormais juridiquement partie de l'établissement, enfin de l'entreprise. On va retrouver donc les aspects qu'on a déjà un tout petit peu évoqués.
à savoir qu'il faut que le produit corresponde à l'étiquette ou au cas particulier, que les promesses faites aux collaborateurs soient honorées. Par parenthèse, c'est un des fondamentaux du marketing actuel, mais aussi, si on y réfléchit bien plus largement, une des bases des processus des démarches qualité. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est-à-dire quand on annonce quelque chose aux collaborateurs en disant ben voilà, vous allez bénéficier de ça, la firme est sympa, un bon environnement de travail, vous aurez votre nom sur la porte, etc. Que sais-je, je raconte n'importe quoi. La seule chose qui importe, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire en tant que recruteur. Alors ces démarches d'attraction et d'intégration se doublent d'une démarche également visant à conserver les gens dans l'entreprise. C'est donc ce qu'on appelle la démarche non pas de conservation, tant qu'on pourrait dire ça, mais on dit plutôt de fidélisation. La firme va accorder, par exemple, des progressions de carrière, des plans de carrière, comme on dit, des avantages, des promotions, de l'avancement. On l'a déjà dit, hein, la firme n'a pas intérêt à laisser partir des collaborateurs. Ces collaborateurs représentent effectivement une valeur. Par exemple, ils ont pu être formés par l'entreprise, hein, donc on a dépensé de la formation professionnelle. Formés donc par l'entreprise, formés dans l'entreprise tout simplement. Ben ça c'est ce qu'on a un tout petit peu vu, le learning by doing, c'est-à-dire les effets de l'expérience. Donc un collaborateur s'est perfectionné en travaillant dans l'entreprise, et il a augmenté la valeur de son patrimoine culturel, en quelque sorte, de son capital humain, culturel et professionnel. Les collaborateurs également déjà anciens ou qui ont dépassé le stade, si vous voulez, de l'intégration dans la firme, disposent aussi souvent d'un savoir ou d'un grand savoir sur l'organisation et ont développé des compétences qui sont utiles à la firme. Rapidité d'exécution, agilité, réactivité, capacité de transmettre aussi de l'information à d'autres personnes, d'initier les personnes nouvellement recrutées. Donc il s'agit en fait de compétences dont la perte pourrait être dommageable, même sans parler de la perte des avantages compétitifs ou des avantages concurrentiels qu'on a déjà évoqués. Toujours dans le même ordre d'idées, à savoir la valeur que représentent les collaborateurs à fidéliser. Et dans le même ordre d'idées, les collaborateurs peuvent avoir des connaissances sur l'entreprise qu'on ne veut pas non plus voir partir ailleurs, ni enrichir a fortiori les concurrents, etc., etc. Alors pour fonctionner de cette manière-là, on dispose généralement dans la firme de deux classes de manettes, comme je l'indique sur la diapositive, deux classes de moyens, de leviers pour attirer, intégrer, conserver et aussi renouveler, si besoin, le capital humain dans la firme. Il s'agit de moyens traditionnels et souvent quantifiables. Par exemple, la rémunération, les fourchettes de rémunération, les perspectives d'avancement, etc., de promotion. J'ai employé tout à l'instant le terme de plan de carrière. Donc une perspective d'avancement, si tout se passe bien, voilà, sorte de jeu de loi, hein, imaginons ça. Bien sûr, parmi les moyens traditionnels, il peut y avoir aussi les avantages en nature, etc. Et puis, il peut y avoir des moyens, disons, plus innovants et pas nécessairement, pas strictement quantifiables, ou pas toujours strictement quantifiables. Par exemple, des moyens mis en évidence par les classements d'entreprises, entre guillemets, où il fait bon travailler, ou d'autres types de classements qui essayent de présenter la firme aux travailleurs sous le meilleur jour pour justement attirer les collaborateurs. Alors c'est l'intérêt du travail, c'est la liberté d'agir et de s'organiser, éventuellement des horaires variables, qui permettent aussi d'assurer une meilleure compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée.
Ça peut être une organisation assez performante de télétravail qui évite finalement la routine de venir au travail tous les jours, etc. Et puis qui permet de rester chez soi tout en étant productif. Alors, par parenthèse, hein, je fais une petite parenthèse là-dessus, ce type de démarche n'est pas réservé hein, au marketing RH. Il peut aussi y avoir ce qu'on pourrait appeler un marketing pays. Par exemple, s'il y a un pays ou une collectivité souhaite attirer des entreprises et des investisseurs sur leur territoire, pour, par exemple, notamment développer l'emploi ou augmenter à terme les ressources fiscales, eh bien, ce pays ou cette collectivité peuvent mettre en évidence leurs avantages, leurs atouts. C'est un pays où il fait bon vivre, comme c'est une entreprise où il fait bon travailler. Il y a un réseau de transport bien organisé à tous les niveaux, local, régional, national, international. Un réseau, on dirait multimodal, qui permet d'avoir accès aux transports terrestres, aériens, maritimes facilement, aussi bien pour les passagers que pour les marchandises. Donc la collectivité s'adresse, si vous voulez, par exemple là, aux entreprises qui voudraient s'installer. La collectivité ou le pays aussi peut faire valoir maintenant des connexions de qualité hein, pour la transmission de données. Une main-d'œuvre locale qui est bien qualifiée, disponible, des services publics qui fonctionnent sans corruption, si vous voulez. Alors ça peut être la santé, les hôpitaux, l'enseignement, la fiscalité, les permis de travail ou les permis de construire, si vous voulez. Toujours dans le même ordre d'idées, toujours dans cette parenthèse hein, sur le marketing pays, comme il y a un marketing RH, ou plutôt le marketing entreprise hein, développé par des pays ou des territoires. Ces pays ou ces territoires peuvent mettre en avant aussi la sécurité juridique au sens large. Il y a des lois qui protègent les citoyens et les capitaux, il y a une police et une justice qui fonctionnent, etc. Puis naturellement, les avantages fiscaux. Or, ces démarches hein, n'ont rien à voir avec la taille du territoire. Ils peuvent concerner des pays assez petits, en taille ou en population. Je pense par exemple à l'Irlande, hein, qui a été dans les 30 dernières années très active hein, de ce point de vue-là. Les Pays-Bas, qui sont de grande renommée aussi, quelquefois de manière un peu sulfureuse, hein, puisqu'on reproche aux Pays-Bas, comme d'ailleurs à l'Irlande, d'être un tout petit peu un paradis fiscal avec des pratiques pas toujours non pas illégales, mais qui sont un peu en marge en termes de fiscalité notamment. La Suisse aussi, ce sont des tout petits pays finalement à l'échelle mondiale. Le Luxembourg également, Singapour bien sûr, puis on doit en trouver d'autres. Voilà, donc c'est une petite parenthèse pour dire qu'au fond, le marketing, qui dans ce cas-là serait dirigé plutôt vers les entreprises pour les faire venir et créer de l'emploi ou attirer de l'emploi, peut employer aussi des moyens qu'on peut retrouver dans le marketing RH, dans le marketing produit, dans le marketing, dans la marque employeur, dans la marque entreprise, etc., etc. Voilà. En bref, hein, pour déterminer les cibles du marketing RH, c'est-à-dire de qui on parle, on a plusieurs présupposés qu'on vient de voir. On a aussi plusieurs angles d'attaque, puisqu'on est dans le vocabulaire militaire. Enfin, plusieurs angles qu'on va voir dans la diapositive suivante.